Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de faire l'ouverture de cet événement que notre association Argos 2001 organise pour la 5e année en partenariat avec la Fondation Fondamentale, la participation du Collège de médecine générale, de nombreux intervenants au cours de cette journée sous le thème du parcours de soins et de vie. Nous tenons à remercier la direction du centre hospitalier de Sainte-Anne, Karine et Jonathan, pour l'accueil et le soutien nous permettant de vivre cette journée dans le grand amphithéâtre de ce lieu chargé d'histoire. 1er mai 1867, Sainte-Anne accueille son premier patient. L'histoire de Sainte-Anne raconte l'épopée de la psychiatrie et des neurosciences et l'évolution du regard que l'on porte sur la folie. Une histoire ponctuée de découvertes, d'innovations, d'espoir, de collaboration, mais aussi de mythes et de débats parfois virulents. Le lieu a souvent incarné l'enfermement, avec derrière ses murs la folie. Aujourd'hui, les blouses blanches se mélangent avec les coureurs qui se perdent dans les allées fleuries ou les curieux venus admirer la chapelle et le musée labellisé de l'établissement. En cette année 2019, la Fondation Fondamentale, l'association Argos 2001 et le Collège de médecine générale se sont associés pour mieux comprendre l'évolution des connaissances, perceptions et prise en charge du trouble bipolaire. En ce jour, toujours du 30 mars 2019, la Journée mondiale des troubles bipolaires, en référence à la date de naissance de Vincent Van Gogh, nous allons échanger sur la restitution de ce sondage mené auprès des médecins généralistes, du grand public et des adhérents d'Argos 2001. Nous poursuivrons par le point de vue du patient au cœur de l'évaluation de la qualité. Une étude menée avec l'Institut Montaigne, Care Factory et Argos 2001, avec 5 personnes qui y ont participé activement, Audrey Bouchetti, Patrice Fradet, Bernard Puybasset, Denis Maillère et moi-même. Puis, après une petite pause, une table ronde sur le parcours de soins et de vie avec de nombreux intervenants de qualité. Après la pause déjeuner, Tim Grissen éveillera notre esprit. On en aura besoin après le déjeuner, on en a toujours besoin. Il éveillera donc notre esprit avec talent et humour sur le rétablissement et le bien-être. La lecture théâtrale de la pièce « Aime-moi, et moi, et moi » de Élodie Franck et sa troupe introduira le thème de l'après-midi « Troubles bipolaires et créativité ». Notre journée mondiale des troubles bipolaires parisienne sera clôturée vers 17h30, ponctuée régulièrement par des petites pauses café. Pendant tout ce temps, nos antennes en province, que nous saluons, qui nous suivent pour certaines en direct sur Facebook, je vous rappelle quand même que nous sommes filmés et que ne vous inquiétez pas la salle, ce seront surtout les intervenants qui seront filmés, et donc nos antennes profitent de cette retransmission. Alors, nos antennes en province finiront à nous, pour certaines, par la retransmission sur Facebook, certains événements ayant eu lieu les 28 et 29 mars. Je cite les événements en nos régions, par nos antennes, mais également par les centres experts. L'antenne du Doubs, en Franche-Comté, l'antenne de la Vienne, l'antenne de la Haute-Vienne, l'antenne des Deux-Sèvres, centre expert de Clermont-Ferrand, le centre expert de Grenoble, le centre expert de Monaco. Cette journée a du sens, représente un temps précieux et fort, tant pour les patients, les proches, les professionnels de santé, professionnels médico-sociaux et tout public. Je tiens à remercier vivement les ailes d'Argos. Vous avez une petite pancarte là, juste devant le bureau. On n'a pas pu faire mieux, on n'a pas su mettre ailleurs, qui sont les ailes d'Argos. Et qui sont les ailes d'Argos? Ce sont 3 jeunes femmes très sympathiques, rieuses, courageuses, qui ont organisé l'an dernier un raid au Sri Lanka au profit de notre association Argos 2001, et ce qui nous a permis, en portant haut et fort notre bannière et en courant très vite et en faisant un parcours, je ne vous dis pas comment, merveilleux, 6 mois d'exercice avant d'arriver à ça pour L3, et ce qui nous a permis d'obtenir, si je ne me trompe pas, des dons à hauteur de 10 490 €. Ce qui nous permet, entre autres actions pour l'association, de réaliser cette journée. Je remercie au nom de notre association la mairie de Paris,
qui nous fait confiance chaque année. La Fondation fondamentale, le Collège de médecine générale, le groupe Signoué, tous les intervenants en ce programme de la journée mondiale de 2019, et n'oublie pas les bénévoles de notre association Argos 2001 qui ont répondu présents en grand nombre avec motivation et investissement. Un petit clin d'œil également pour d'autres volontaires qui se sont fait plus discrets, plus silencieux, mais qui sont dans la salle. Je n'oublie pas notre ami Denis Mayer, qui ne peut être présent malheureusement parce qu'il est souffrant. Et je dirais que pour le thème de ce matin, qui est sur le sondage des médecins généralistes, eh bien, quelque part, c'est grâce à lui, et pour lui et pour nous tous, qu'il a été mis en place. Bien entendu, je remercie nos antennes et les centres experts en province. J'associe à ces remerciements l'investissement de notre secrétaire Anne Calves, qui est je ne sais où dans la salle, voilà, encore dehors comme toujours, à chaque fois qu'on la remercie, qui a œuvré considérablement avec motivation et persévérance pendant ces dernières semaines. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée. Infiniment merci à toutes et tous pour votre présence et attention. Je passe la parole à Madame le professeur Marion Leboyer. Merci Annie. Bonjour à tous. Mon nom est Marion Leboyer. Je suis professeur de psychiatrie un petit peu loin d'ici, puisque je travaille à Créteil, dans la banlieue Est. Je suis aussi directeur de la Fondation fondamentale et à ce titre, vous savez, je pense que nous avons créé le réseau français des centres experts bipolaires. Alors aujourd'hui, la Journée mondiale des troubles bipolaires fête sa 5e édition en France. Et je suis très fière, très honorée d'être avec vous aujourd'hui et surtout très heureuse de voir qu'il y a autant de monde un samedi matin où il fait très très beau. Je voudrais vous rappeler que cette journée est née d'une conviction qui est celle que c'est en sensibilisant le plus grand nombre à cette maladie qui est encore trop mal connue que nous parviendrons à lutter contre le retard au diagnostic, à améliorer la prise en charge afin qu'elle soit le plus précoce et le plus adaptée et surtout aujourd'hui à briser les préjugés qui entourent encore cette maladie. Alors cette journée, elle est aussi née d'une envie qui est d'offrir aux personnes vivant avec un trouble bipolaire et à leurs proches un moment d'échange, de rencontre et de partage. Il y a 10 ans, en 2009, la Fondation fondamentale que je dirige avait réalisé avec Ipsos le premier baromètre sur la santé mentale. Celui-ci portait sur la représentation que les Français avaient de 3 maladies psychiatriques que sont les troubles bipolaires, la schizophrénie et les troubles du spectre de l'autisme. Les résultats, il y a 10 ans, étaient absolument sans appel. Méconnaissance et idées reçues dominaient largement, et si les troubles bipolaires bénéficiaient de ce qu'on peut appeler un taux d'acceptation sociale plus élevé que les autres pathologies, il restait encore une part importante des Français qui déclaraient qu'ils n'accepteraient pas de travailler avec une personne atteinte de troubles bipolaires ou que leur enfant soit dans la même classe qu'un élève porteur de cette maladie. Et c'était seulement il y a 10 ans. Nous avons voulu, pour célébrer le 5e anniversaire de cette manifestation, donc de cette journée mondiale du trouble bipolaire, reconduire un travail similaire, un sondage du même type, en l'approfondissant. Et en collaboration avec Argos 2001, comme Annie vient de vous le dire, donc avec Annie Labbé, avec Denis Mayer en particulier, et avec le Collège de médecine générale qui est représenté aujourd'hui par le professeur Denis Urbain, nous avons mené une nouvelle enquête auprès de 1000 Français, de 154 médecins généralistes, de 116 patients et de 63 proches, dont nous allons vous présenter en avant-première les résultats dans quelques instants. Ce sondage souligne que si nos efforts conjoints ont porté leurs fruits, il nous reste encore des défis et de taille à relever ensemble. Il est clair que notre union fait la force et que l'alliance de nos expériences respectives, de nos savoirs, de nos combats est indispensable pour accompagner le changement que nous appelons de nos voeux. Nous sommes, au sein de la Fondation fondamentale, très fiers du travail conjoint que nous accomplissons à vos côtés depuis des années, dans le respect et la confiance mutuelle. Et je tiens tout particulièrement à adresser mes remerciements à Annie Labbé et à Denis Mayer, qui ont à bien des égards été les inspirateurs de l'étude qu'on va vous présenter ce matin. Je voudrais aussi adresser mes remerciements au Collège de médecine générale et en particulier au professeur Frédéric Urbain pour avoir accepté de se lancer dans l'aventure avec nous. Et je voudrais remercier aussi Johanna Couvreur, qui est la directrice de la communication de la Fondation fondamentale, qui, comme d'habitude, a œuvré sans relâche jusqu'à ce matin aux aurores pour préparer ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors on sait à quel point les médecins généralistes sont les acteurs de premier plan pour repérer la maladie et pour sa prise en charge.
Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est à quel point l'articulation entre les psychiatres et les généralistes ont besoin dans notre pays d'être renforcées, améliorées. Mais bien sûr, il y a une volonté très forte de construire des passerelles au bénéfice de nos patients et des proches. Et je voudrais juste citer à cet égard le fait que le projet Parcours bipolaire qu'on est en train de négocier depuis de longs mois maintenant avec le ministère de la Santé avance bien. On a encore eu une réunion hier et je peux tout à fait donner des informations à la construction de ce projet très innovant à ceux qui le souhaitent. Mais en tout cas, il y a possiblement des bonnes nouvelles pour la construction de ce parcours de soins bipolaires. Donc, vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de belles pages à écrire ensemble, en œuvrant ensemble pour l'amélioration de la prise en charge. Et cette journée est clairement un bel exemple. Et donc, je voudrais aussi remercier et associer tous les bénévoles d'Argos 2001, tous les centres experts bipolaires de la Fondation fondamentale qui, comme vient de vous le dire Annie, organisent en région aussi des rassemblements et des réunions. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, de partage, de connaissances, d'inspiration et d'espoir. Une présentation à 3 voix des résultats de ce sondage. Je vais commencer, je crois, par une petite introduction de quelques diapositives pour vous dire donc que ce sondage a été réalisé par la société Odoxa pour la Fondation fondamentale en collaboration avec Argos 2001 et le Collège de médecine générale. Donc l'objectif de cette journée et l'objectif en particulier de ce sondage, c'est donc d'identifier les grands champs d'action pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec un trouble bipolaire. Et donc dans ce contexte, on a fait à la fois un sondage qui a été fait par Odoxa, mais aussi une consultation d'un certain nombre d'entre vous. Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1001 Français, représentatifs de la population française, âgés de plus de 18 ans, qui ont été interrogés par Internet les 27 et 28 février 2019. 11% d'entre eux ont déclaré être concernés par les troubles bipolaires, soit parce qu'ils étaient atteints, soit parce qu'ils avaient un proche atteint. Et Odoxa a aussi interrogé un échantillon de 154 médecins généralistes exerçant sur le territoire français et interrogés, eux, fin février à début mars, en sachant que 97% des médecins généralistes interrogés déclaraient avoir au moins un patient atteint de troubles bipolaires dans sa patientèle. La consultation, elle, a été réalisée par Internet entre le 19 février et le 15 mars par la Fondation fondamentale auprès de vous, donc auprès des adhérents d'Argos 2001 qui ont bien voulu répondre à nos questions, ce qui a permis de réunir un échantillon de 116 personnes atteintes de troubles bipolaires et de 63 de leurs proches vivant avec un trouble bipolaire. Donc, premier résultat de cette enquête, la quasi-totalité des Français, 94%, ont déjà entendu parler des troubles bipolaires. Et c'est donc un des premiers résultats de ce sondage Odoxa. Le point, c'est que ces données, ces résultats, cette observation n'a pas vraiment changé par rapport au sondage qu'on avait fait il y a 10 ans, où à cette époque, 39% connaissaient de nom et étaient capables de décrire la maladie. Aujourd'hui, c'est 35%, donc c'est à peu près la même chose. Et 57% des Français connaissaient cette maladie seulement de nom. Aujourd'hui, c'est 59%. Donc des chiffres extrêmement proches. Il y a donc globalement, et c'est ce qu'on a voulu détailler, un relativement bon niveau de connaissance sur les troubles bipolaires parmi les Français, mais vous allez voir un certain nombre de points de vigilance sur lesquels on voulait revenir aujourd'hui, qui montrent qu'il y a des points majeurs qui ne sont pas connus de la plupart des Français. Donc on a posé un certain nombre de questions aux Français qui permettent de voir qu'il y a une bonne connaissance, aussi bien des Français que des médecins généralistes, ce qui est important, puisque vous voyez que aussi bien les Français que les médecins généralistes savent que les troubles bipolaires touchent plus de 2% de la population. Ils savent aussi que cette maladie est associée à un risque élevé de suicide. Ils savent que cette maladie implique un traitement à vie. Et dans la majorité, 65%, ils savent que cette maladie débute majoritairement chez les jeunes adultes. Et les chiffres sont à peu près voisins chez les médecins généralistes. Par contre, là où on peut être vraiment inquiet, et on a besoin de faire de la communication et de l'information, c'est que la majorité des Français interrogés, 77%, la majorité des généralistes interrogés, 64%, ne savent pas que les troubles bipolaires sont associés à des maladies cardiovasculaires. Et c'est sur ce point que nous voulions faire vraiment un focus aujourd'hui, vous expliquer d'où venaient ces maladies cardiovasculaires et pourquoi est-ce qu'il fallait être extrêmement vigilant dans l'information et la formation que nous pouvons faire sur ce point. Donc, même résultat parmi les patients, puisque près de 63% des patients ne pensent pas ou ignorent que les troubles bipolaires sont associés aux maladies cardiovasculaires. Même chose chez leurs proches, 62% des proches ne savent pas ou ignorent que les troubles bipolaires sont associés aux maladies cardiovasculaires.
Et ça m'amène à faire un tout petit point de science. Vous savez que j'aime bien la recherche. Et donc à la Fondation fondamentale, qui est une fondation de coopération scientifique, qui est là pour faire de la recherche, on a depuis des années démarré les études sur ce point pour en comprendre l'origine et pour essayer bien sûr d'améliorer leur dépistage, d'améliorer la formation sur ce point et bien sûr de développer des stratégies thérapeutiques adaptées. Donc il y a quelques années, à partir de l'ensemble des centres experts, on a fait une première étude sur les données qui sont recueillies quand les patients sont évalués sur les centres experts, et on a fait une première étude faite par Ophélia Godin, qui est épidémiologiste à la Fondation fondamentale. Cette étude a porté sur 654 personnes atteintes de troubles bipolaires qui, comme vous le savez, tous les patients qui passent sur nos centres ont systématiquement un bilan métabolique, et on a pu observer deux choses. La première, c'est que 20% des patients atteints de troubles bipolaires ont un syndrome métabolique. C'est 2 fois plus que la population générale, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en population générale, 10% des personnes à qui on fait un bilan à la recherche d'un syndrome métabolique présentent un syndrome métabolique, donc c'est 2 fois plus. Et ce syndrome métabolique, c'est pas une maladie, mais c'est un ensemble d'anomalies métaboliques qui prédisposent aux maladies cardiovasculaires et qui regroupe toute une série de caractéristiques qui, pour la plupart, sont non seulement mesurables, mais aussi diagnosticables, et surtout pour lesquelles on peut mettre en place des mesures et des stratégies thérapeutiques. Donc ce syndrome métabolique, il regroupe une hypertension, un cholestérol bas, une hypertriglycéridémie, une glycémie élevée, une obésité ou un surpoids, ou l'un de ces éléments. Et donc vous voyez que dans le cadre du trouble bipolaire, il y a toute une série de ces composantes du syndrome métabolique qui sont plus importantes que dans la population générale. Et je crois que c'est là que je passe la parole à Annie. Je crois. Ça serait bien. Nous abordons maintenant sur cette slide la connaissance et la perception de la maladie. Pour les patients, comme vous le voyez, un besoin d'information est évoqué. À la question « Vous sentez-vous bien ?» informés sur les éléments suivants relatifs au trouble bipolaire, plus de 70% des personnes avec un trouble bipolaire se sentent suffisamment informées sur les signaux d'alerte, les traitements associés et les facteurs de risque des troubles bipolaires. Un peu moins de 50% des personnes avec un trouble bipolaire déclarent se sentir pas assez informées sur les comorbidités somatiques et ou psychiatriques associées, et 50% se sentent pas assez informées sur les structures sanitaires, médico-sociales ou associatives vers lesquelles se retourner. Ça, on le sait, on le constate à l'association. Par contre, je ne sais pas comment je change. C'est ce que j'ai voulu faire, mais je ne savais plus. Je n'ai pas voulu faire de bêtises. Maintenant, nous allons aborder la connaissance et la perception de la maladie pour les aidants. On remarque aussi qu'un besoin d'information est évoqué, comme pour les patients. À la même question, vous sentez-vous bien informé sur les éléments suivants relatifs au trouble bipolaire? 50% des individus qui ont des proches atteints du trouble bipolaire se sentent informés sur les signaux d'alerte, les facteurs de risque et les traitements. 70% environ ne se sentent pas assez informés en ce qui concerne les comorbidités somatiques et psychiatriques, et pourtant c'est fort important. 19% ne se sentent pas assez informés sur les structures sanitaires, médico-sociales ou associatives vers lesquelles se tourner. Vous voyez, c'est pratiquement à l'identique. Une perception des défis à relever est sensiblement différente selon la population. Pour les Français, les 3 dimensions prioritaires sont à la fois professionnelles, relationnelles et médicales. Donc pour les Français, quels sont, selon eux, les principaux défis auxquels les patients de troubles bipolaires sont confrontés du fait de leur maladie? Nous avons sélectionné 3 réponses possibles. Vous allez voir, entre les Français, les patients et les aidants, il y a quand même quelques différences, bien que nous nous retrouvons sur un principal défi. Alors pour les Français, trouver ou garder un travail, 52% ont répondu que c'était surtout ça l'essentiel. Avoir des relations sereines avec ses proches, 46% de personnes français. Prendre son traitement, 41%. Avoir une vie de couple, ça paraît moins important, 31%. Identifier les signes précurseurs d'une rechute, 30%, alors que c'est quand même vraiment important de pouvoir prévoir les rechutes. Vivre avec les effets secondaires, 29%. Se faire des amis,
Nous qui souffrons, on sait que c'est important, mais non, là, 22% seulement. Avoir une bonne hygiène de vie, manger sainement, avoir un sommeil régulier, une activité physique, 20%. Maintenant, en ce qui concerne les défis à relever sensiblement différentes selon la population. Alors pour les patients, les 3 dimensions principales sont sociales. Alors je vais décliner d'abord ce qui est le moins important et on va aller vers ce qui est le plus important. Se faire des amis, 22,4%. Prendre son traitement, 36,2%. Avoir des relations sereines avec ses proches, 37,1%. Identifier les signes précurseurs d'une rechute, 44,8%. Avoir une bonne hygiène de vie, manger sainement, avoir un sommeil régulier, 47,4%. Et on s'aperçoit que là, les défis ne sont quand même pas identiques qu'à la population précédente. Avoir une vie de couple, 48,3%. Vivre avec les effets secondaires, 50%. Trouver ou garder un travail, 69,8%. Non, je le dirai après. La perception des défis à relever sensiblement différente aussi pour les aidants. 3 dimensions principales. Pour eux, pour les aidants, elles sont plutôt médicales. Se faire des amis, 23,8%. Avoir des relations sereines avec ses proches, 41,3%. Avoir une vie de couple, 44,4%. Vivre avec les effets secondaires, 50,8%. Identifier les signes précurseurs d'une rechute, 55,6%. Et là, les 3 critères, les défis les plus essentiels pour les aidants sont avoir une bonne hygiène de vie, manger sainement, avoir un sommeil régulier, une activité physique, 60,3%, prendre son traitement, 60,3%, trouver ou garder un travail, 65,1%. Alors je voulais parler, avant de passer la parole au docteur Frédéric Urbain, que pour nous, les patients, le critère essentiel à relever, et d'ailleurs pour les proches aussi, on le voit, est toujours quand même commun à toute la population, c'est de trouver et garder un travail. Et pour nous, cela constitue un symptôme d'alerte immensément important. Pour tous ceux qui ont travaillé, en ayant des troubles bipolaires, qui ont eu une activité professionnelle, ont vu à quel point ça a été chaotique et que s'il fallait bien être intrigué et sensibilisé, c'était sur ce symptôme d'alerte, la difficulté à garder son travail. Je passe la parole au docteur Frédéric Urbain. Bonjour et merci d'être présents si nombreux, effectivement. Donc, je m'appelle Frédéric Urbain et je suis médecin généraliste et professeur de médecine générale à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alors, le premier résultat, très classique, pas de grande différence avec la population générale, c'est-à-dire que la grande majorité des patients ont vu leur médecin dans l'année qui précède. Ce n'est pas vraiment une surprise. Là, il y a des surprises, par contre. Alors, il y a notamment, dans la population générale, 53% des patients qui considèrent que c'est pas facile d'aller chez son médecin pour parler des difficultés psychologiques et des ressentis. Mon opinion, c'est que les patients, surtout ceux qui sont indemnes d'une maladie mentale, sont simplement pas conscients qu'ils viennent nous parler de leurs difficultés psychologiques. Peut-être ils ne se rendent pas compte de ce qu'on fait, de la même façon que même les médecins généralistes eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils ont une activité psychothérapeutique. Or, quand on fait une étude, il y a eu l'étude Ecogène qui a été une étude réalisée en 2014 sur 100 000 consultations de médecine générale qui a analysé toutes les procédures de soins mises en jeu. On se rendait compte que la catégorie conseil thérapeutique, écoute, psychothérapie arrivait en 4e position avec 27% des actes. Voilà. Une consultation sur 4 chez le médecin, on aborde les problèmes psychiques. Sans compter qu'il y a d'autres procédures qui ont également une dimension d'écoute. Alors voilà, cette diapo me plaît beaucoup parce qu'elle met l'accent sur les proches, et donc j'ai bien compris que vous êtes nombreux ici, et la proximologie, puisque c'est un terme qui existe mais qui n'est pas très employé. La science de l'aide des proches, c'est quelque chose qui est un petit peu négligé. Je sais que personnellement, quand je vois un patient à mon cabinet qui présente une souffrance psychique,
je lui propose systématiquement de dire à ses proches, mais proposez-leur, si vous voulez, qu'ils viennent avec vous au moins à une consultation pour pouvoir déjà leur expliquer un petit peu de quoi vous souffrez. Très souvent les déculpabiliser, parce que vous savez que les proches, dans ces cas-là, ressentent une culpabilité. C'est comme si c'était de leur faute, si leurs proches étaient malades. Voilà. Il y a vraiment un besoin d'aide qui est très important, et je suis content de voir que les aidants pensent à venir demander cette aide. Alors, bon, cette question-là, simplement, moi je me demande, c'est qui les 3% de médecins qui ne voient pas de patients bipolaires? Quand on regarde statistiquement une clientèle de médecins, c'est 1000 patients. La prévalence de la maladie, c'est 3% au moins. Donc sur 1000 patients, avoir 0 sur 3%, c'est juste pas possible, quoi. Alors, là, je n'ai pas de commentaire à faire. La plupart des médecins généralistes connaissent assez bien les signes qui vont leur faire évoquer la possibilité d'un trouble bipolaire, hormis peut-être effectivement la notion familiale, bizarrement, qui est un petit peu sous-évaluée. Voilà. Toute la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un patient chez qui on suspecte un trouble bipolaire? On va en parler tout à l'heure. Alors, enjeux et défis de la prise en charge des troubles bipolaires. Oui, voilà. Alors, ici, on est dans le déclaratif. C'est un problème de méthode. Évidemment, le questionnaire, ça nous permet d'avoir assez facilement un grand nombre de réponses. Ça représente ce que les gens pensent qu'ils veulent faire. Si on voulait savoir vraiment ce que font les médecins, il faudrait un autre type d'étude qui est beaucoup plus lourd en termes humains et donc du coup en termes financiers à mettre en place. Il faudrait soit à procéder à une analyse de pratique, c'est à partir des dossiers de patients, aller chez les médecins chercher les dossiers de patients, soit faire une étude de cohorte comme la cohorte écogène dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en tout cas, 70% des médecins déclarent prendre en charge en suivi conjoint avec un psychiatre. Et là, on pourra en parler également avec Marion Le Boyer. Nous essayons de développer des procédures de collaboration entre médecins généralistes et psychiatres. Il y a déjà 3 expérimentations en France qui marchent bien dans le domaine et on espère que ça va s'étendre. Alors, voilà, ça c'est la fameuse diapo qui pose des grandes questions, puisque dans ce questionnaire, toujours donc de façon déclarative, les médecins à 14%. Alors, il fallait qu'ils choisissent 3 réponses parmi les plus importantes, au milieu de 5. Donc, ils ont cité à 14% le suivi des constantes métaboliques, ce qui paraît très très peu. Alors, c'est à relativiser d'une part parce que c'est un questionnaire, on ne sait pas ce qu'ils font réellement, les médecins déclarent ce qu'ils pensent faire, ça ne veut pas dire qu'ils font réellement ça. Il y avait une question de choix, de priorité, et il me semble qu'on peut comprendre qu'un médecin se sente plus préoccupé par le fait que de savoir si le patient va se suicider demain que de savoir s'il risque de faire un infarctus dans 30 ans. Il y a effectivement une priorisation qui paraît un petit peu normale. Et puis il y a un effet de dilution. C'est-à-dire que l'urgence n'est pas la même. Si on voit un patient bipolaire, par exemple, 4 fois par an, à chaque fois qu'on le voit, on va s'interroger de sa vie, de son moral, de comment ça se passe. Les paramètres biologiques, le fameux syndrome métabolique, on va s'en préoccuper au maximum une fois par an ou une fois tous les 2 ou 3 ans. Donc ça veut dire que dans une consultation, ça va être beaucoup moins souvent la priorité. Là encore une fois, ce serait intéressant de faire une étude sur dossier pour voir si dans les dossiers de patients souffrant de troubles bipolaires, s'il y a ou pas la présence dans les 3 années précédentes d'une glycémie, d'une cholestérolémie, d'une tension artérielle. Vous voulez dire quelque chose sur cette diapo? Petite chose. Et sur la diapo, moi je pense aux effets secondaires des traitements, parce que dans ce cadre, l'observance des traitements que les médecins généralistes sont les plus attentifs. Et je voulais dire, dans ce cadre, et particulièrement sur les effets indésirables des traitements, il faut évoquer la pénibilité de la prise de ces médicaments liés aux effets secondaires que provoquent ces derniers. La majorité des rechutes, cependant, sont liées à la rupture de prise de traitement ou la non-observance liée aux conséquences des effets secondaires. Il est donc important de respecter au mieux le choix du patient et d'assurer un suivi psy régulier,
de prendre en considération sa problématique par rapport au traitement, sinon le risque d'abandon est fort et la rechute très sérieuse. J'étais venu il y a 2 ans, j'avais été invité à venir vous parler à la Cité des Sciences. J'avais parlé de la prévention quaternaire. C'est un des rôles du médecin généraliste qui se développe, c'est de prévenir, de protéger les patients contre les risques liés à ces traitements, à la médecine en fait. Éviter que les patients aient trop de médecine. Trop de médecine, ça nuit. Les effets secondaires des médicaments, évidemment, les effets indésirables, c'est très très important. Alors là, c'est pareil, c'est un résultat qui semble inquiétant, puisque effectivement, on a l'impression que les comorbidités ne sont pas prises en compte. Surtout, il y a 5% des médecins qui prennent moins en compte les comorbidités somatiques chez les patients atteints de troubles bipolaires. Encore une fois, voilà, j'aimerais bien savoir ce que c'est dans la réalité. Malgré tout, la plupart des médecins les suivent comme chez les autres patients. Je pense que je repasse la parole à Marion pour les 2 diapositives. Merci beaucoup. Alors vous avez vu ces chiffres qui sont quand même, en tout cas pour le médecin que je suis, assez surprenants, et à quel point il faut que nous travaillions pour renforcer les liens entre les généralistes et les psychiatres. Et j'en veux pour preuve cette diapositive sur laquelle j'attire vraiment votre attention, qui est une diapositive venue d'une étude américaine, mais on a les mêmes résultats en France, et elle n'est pas unique, il y en a énormément. Et en fait, on a l'impression que la première cause de mortalité dans le trouble bipolaire, c'est le suicide. C'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant, et c'est probablement la représentation de la majorité des personnes. Et en fait, c'est faux. La première cause de mortalité, et c'est une cause qui est évitable, c'est pour ça que c'est vraiment important de le partager avec vous, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et c'est ce qui explique que l'espérance de vie aujourd'hui des patients est encore réduite de 15 à 20 ans par rapport à la population générale, donc c'est énorme. Et je redis, c'est vraiment important de le savoir parce que ce sont des facteurs évitables, contrôlables, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors d'où viennent ces maladies cardiovasculaires? Eh bien, encore une fois, de ce fameux syndrome métabolique qu'il faut combattre et qu'on peut prévenir, à condition que bien sûr on le surveille et qu'on en observe les paramètres, et que s'il y a des signes d'alerte, on puisse tout de suite, quand on est chez le généraliste ou le psychiatre, les combattre. Et dans l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a menée et répliquée au sein des centres experts de la Fondation fondamentale, donc grâce à ces fameuses bases de données sur lesquelles on travaille énormément, eh bien on a montré, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, que 20% des personnes que nous voyons qui présentent un trouble bipolaire présentent un syndrome métabolique, donc je redis parce que c'est important, donc 2 fois plus que la population générale, mais là où la situation est grave et reflète tout à fait le sondage qui vient de vous être décrit, sur le plan donc de la surveillance qui est effectuée ou pas par les médecins généralistes de tous ces paramètres, eh bien vous voyez que 2 tiers des patients, 78 à 90% d'entre eux, ne sont pas diagnostiqués pour des facteurs aussi classiques, simples, et qui devraient vraiment être évalués à chaque consultation chez le généraliste et chez le psychiatre, que sont hypertension. 78% des patients bipolaires qui ont une hypertension ne sont pas diagnostiqués, donc bien sûr pas traités. 89% des patients bipolaires qui ont une hypercholestérolémie ne sont pas diagnostiqués, donc pas traités. Et 72% des patients bipolaires qui ont une glycémie élevée ne sont pas diagnostiqués et donc pas traités. Donc c'est des symptômes et des éléments extrêmement simples à mesurer, à suivre, à condition bien sûr qu'on soit au courant. Donc le message, et j'aurai encore une diapositive sur ce point que je juge vraiment important, il est extrêmement simple, c'est vous devez être informés comme nous allons essayer de mieux former nos collègues généralistes et nos collègues psychiatres, et il faut que vous ayez à chaque consultation chez le généraliste une mesure de la tension artérielle et un bilan biologique pour surveiller ces facteurs qui, encore une fois, sont tout à fait modifiables et soignables. Alors le dernier point que je voudrais faire, c'est que je ne voudrais pas que vous repartiez d'ici en vous disant « au secours, c'est mon traitement qui entraîne ces syndromes métaboliques et je l'arrête demain matin ». Donc j'espère bien qu'aucun d'entre vous n'est en train de penser à ça, parce que d'où vient ce syndrome métabolique? C'est vraiment l'élément important qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est que vous savez probablement qu'à la Fondation fondamentale, on travaille énormément sur l'origine d'un certain nombre d'anomalies, qu'elles soient liées au trouble bipolaire et ou au syndrome métabolique, qui, vous l'aurez compris, est très associé, intimement associé au trouble bipolaire. Et donc parmi les facteurs de risque de ce syndrome métabolique, il y a le fait d'être un homme, il y a 2 fois plus d'hommes qui sont atteints de ce syndrome métabolique que les femmes, il y a bien sûr l'âge, il y a la durée de la maladie, il y a le sommeil, donc il y a toute une série de facteurs qui sont liés au style de vie. Donc si on ne bouge pas, si on ne fait pas attention à son alimentation et si on a un sommeil qui est irrégulier,
le syndrome métabolique est clairement augmenté, et tout ça, vous le savez, et c'est des choses qu'il faut suivre. Il y a bien sûr les effets secondaires de certains traitements, et donc il faut aussi savoir adapter le traitement en choisissant des médicaments qui ne vont pas aggraver ce syndrome métabolique. Et puis troisièmement, il y a les causes du trouble bipolaire, et vous savez probablement pour la plupart d'entre vous qu'à la Fondation Fondamentale, on a initié toute une série de recherches sur l'origine immuno-inflammatoire du trouble bipolaire. Ces recherches progressent, et c'est probablement cette inflammation de bas niveau, cette inflammation qui est persistante, qui est aussi un des facteurs qui va favoriser la survenue de ce syndrome métabolique. Donc, c'est des bonnes nouvelles, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez attention à votre santé physique, à votre santé somatique, et qu'il faut que vous soyez aussi les entre guillemets, informateurs et formateurs des personnes que vous connaissez autour de vous et de vos médecins généralistes pour que ces bilans soient faits et qu'ils vous permettent d'améliorer votre hygiène de vie et qu'ils vous permettent de mieux choisir le traitement qui vous est proposé pour que ces facteurs de risque ne soient pas aggravés, mais tout ça peut, encore une fois, être pris en charge et s'améliorer. Merci Marion. On aborde là, effectivement, avec ces deux diapos que vient de nous présenter Marion, la complexité de notre démarche. Un des écueils qui menace la médecine, c'est de morceler les patients. C'est de découper les patients en petites unités, en petits organes qu'on va soigner chacun de leur côté. Et c'est en médecine générale, on est particulièrement vigilant à ça. On a une pratique qui est vraiment centrée sur la prise en charge globale de la personne. Alors, effectivement, il y a une représentation du soin dans laquelle on va prendre chaque paramètre et essayer de normaliser ce paramètre. Cette représentation-là, ce n'est pas la réalité de ce qui se fait. La réalité de ce qui se fait, c'est de prendre, pour un individu donné, par exemple, de mesurer sa glycémie, son bilan de cholestérol, le fait qu'il fume ou non, son sexe, son âge, et en fonction de ça, de calculer un risque, ce qu'on appelle un risque cardiovasculaire global. On a des études de très grande cohorte qui nous permettent d'évaluer à peu près quel pourcentage de risque à 10 ans que se produise un accident cardiaque et de prendre en charge le patient en fonction de ce risque global. Alors, ensuite, cette diapo-là. Alors, les items là méritent d'être un petit peu discutés, on va en rediscuter. Ces items viennent d'un questionnaire validé scientifiquement qui s'appelle le DDPRQ, c'est Difficult Doctor-Patient Relationship Questionnaire. C'est une version française de ce questionnaire avec des questions qui visent donc à évaluer à quel point pour un médecin le contact avec un patient donné est difficile, et certains des termes utilisés peuvent être un tout petit peu surprenants, et notamment on voulait revenir sur le terme manipulateur qui manifestement est sujet à une ambiguïté. Oui. Manipulateur, quand on se positionne du côté médical, on pense tout de suite aux patients pervers, à ceux qui vont utiliser l'autre comme un objet, qui vont essayer d'obtenir quelque chose de lui, ce qui est vraisemblablement pas du tout la façon dont ça a été pensé, par les gens qui ont reçu ce questionnaire. Vas-y. Moi, c'est un item qui m'a choqué profondément. Moi, je pense que ce mot manipulation, il n'a pas de sens pour nous. Il faut vraiment différencier ce sens de ce mot manipulation, qui ne s'entend pas de la même façon et surtout pas dans le sens pervers. Les familles évoquent souvent, dans les groupes de parole, évoquent souvent des attitudes manipulatrices de la part de leurs patients, de leurs proches qui souffrent de ces troubles, lorsque ces derniers sont dans le déni de la pathologie, mais en aucun cas dans une manipulation de perversité. Voilà. Donc on voulait commenter ça. À part ça, évidemment, le résultat montre bien qu'il y a une difficulté supplémentaire pour les médecins à soigner les patients bipolaires du fait de la complexité de leur maladie et des comorbidités, entre autres. Et voilà, le résultat connexe, c'est qu'effectivement, la grande majorité des médecins considèrent que les patients atteints de troubles bipolaires prennent plus de temps en consultation que les autres patients. Et alors, pour autant, c'est ce que vous voyez sur la partie droite de la diapo, qu'est-ce qu'ils font les médecins par rapport à ça? Eh bien, à 77%, ils font avec. Ça les gêne ou pas, selon les cas, mais de toute façon, ils gèrent ce surcroît de temps que nécessite la situation.
Et seuls donc 22% des médecins appliquent une stratégie pour essayer d'équilibrer cet excès de temps. Alors, il y a des possibilités à base de majoration d'honoraires, en sachant qu'il faut utiliser des majorations, enfin, de mon point de vue, il est nécessaire d'utiliser des majorations qui sont dans le cadre d'un acte coté par la sécurité sociale, parce que si on prend un dépassement d'honoraires qui n'est pas remboursé, on rentre dans la stigmatisation. On ne voit pas pourquoi un patient, à cause de sa maladie, paierait plus cher qu'un autre. Ça, c'est éthiquement inacceptable. Et puis, il y a l'autre possibilité. Alors, pour les médecins qui ne sont pas encore totalement débordés, ceux qui peuvent trouver un peu de temps, ce qui malheureusement devient de plus en plus rare, l'autre possibilité, c'est de programmer plusieurs rendez-vous. Quand le patient arrive en disant voilà, je viens pour mon renouvellement de traitement, et puis en même temps j'ai mal là, et puis en même temps nous on se rend compte que effectivement le cholestérol, la glycémie, tout ça, il faudrait peut-être s'en occuper un petit peu. Ce qu'on peut faire, c'est dire bah écoutez, aujourd'hui on va s'occuper de telle partie, et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours, on va s'occuper de telle autre. Voilà. Je plaide pour ça parce qu'effectivement je pense qu'il vaut mieux avoir le temps de faire les choses tranquillement et de pouvoir prendre le temps de bien faire les choses à fond. Voilà, je crois que c'est... Ah, juste pour conclure très rapidement, je voudrais juste remercier les Argos 2001, le Collège de la médecine générale et bien sûr la Fondation fondamentale pour la réalisation de cette étude qui j'espère vous aura intéressé. Et je pense qu'on a un petit temps de questions. Un petit temps de questions, on est un petit peu en retard, mais les questions c'est important. Hein. Alors, C'est important. On va se mettre là. Oui. Merci, madame. Une question, professeur Le Boyer. Est-ce que le suivi de la tension artérielle peut être un précurseur pour détecter un virage hypomaniaque, mettons? Alors c'est une bonne question, je vais être très franche, je ne sais pas, mais je ne crois pas. J'ai vu dans une de vos slides que 40% des médecins généralistes avaient une relation insatisfaisante avec les psychiatres. Je trouve que c'est un chiffre important et je voulais savoir de quelle manière ça se traduisait en fait. Ben là, on est très bien placés, Marion et moi, pour en parler tous les deux, puisqu'effectivement, on participe tous les deux à des dispositifs de soins partagés en psychiatrie. Ce sont donc des dispositifs assez novateurs qui ont été lancés d'abord par le réseau d'Insud, par le professeur Hardy Bailey, qui continue. Et l'idée est effectivement de mettre en place des systèmes de coopération médecins généralistes psychiatres qui rendent la relation plus satisfaisante. Là, on n'a pas demandé aux psychiatres ce qu'ils pensaient des médecins généralistes. Les résultats seraient probablement assez similaires, effectivement. Il y a une insatisfaction dans la relation. Et on se rend compte que quand on prend le temps de travailler ensemble, de discuter ensemble autour des cas de patients, parce que c'est ça qui nous mobilise tous, on arrive à obtenir une connaissance mutuelle de nos compétences qui permet à ce moment-là d'avoir des relations tout à fait satisfaisantes. Peut-être pour compléter ce que le docteur Urbain vient de vous dire, donc effectivement il y a aujourd'hui 3 dispositifs de soins partagés sur le territoire, un dans les Yvelines à Versailles, un à Créteil et un à Toulouse, qui ont pour objectif de faciliter le lien entre les généralistes et les psychiatres, et en particulier qui permettent d'accélérer l'accès des patients vus par les généralistes, souvent en première ligne, quand il y a besoin d'un avis en psychiatrie. Et c'est une consultation qui a lieu une fois, où on donne un avis, et bien sûr ensuite on est là en support pour les généralistes quand eux ont des questions à nous poser pour interagir avec nous. Alors la principale plainte des généralistes en général, et le docteur Urbain vous confirmera, c'est que les psychiatres écrivent peu, et en particulier envoient peu de lettres et de comptes rendus de leurs observations et de la manière dont ils voudraient travailler entre psychiatres et généralistes. Donc ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est d'arriver à organiser un parcours de soins, et avec Daniel Cheftel qui est devant et que certains d'entre vous connaissent, on est en train de construire avec la DGOS, de répondre à un appel d'offres qui s'appelle Parcours de soins, et on a proposé que ce parcours de soins soit tout entier dédié et construit pour les patients atteints de troubles bipolaires, et pour arriver à organiser, à la suite d'un passage sur un CMP, à la suite d'une hospitalisation, pour organiser l'ensemble de la prise en charge de tous les intervenants pour les patients bipolaires, avec un certain nombre d'innovations
pour que le lien, encore une fois, entre le psychiatre, le généraliste, l'infirmière, la psychologue se fasse avec un vrai partage des informations. Et donc pour ce faire, les innovations qu'il y a dans ce parcours de soins, donc on a proposé au ministère de la Santé, c'est qu'il y ait des case managers, c'est-à-dire des infirmières qui soient chargées d'harmoniser, de suivre les consultations, de suivre les prises de médicaments, d'alerter s'il y a un symptôme d'alerte et s'il y a un symptôme de rechute pour qu'on n'attende pas. Deuxièmement, des outils connectés qui permettent à la fois de façon quantifiée de suivre tous les paramètres dont on vous a parlé tout à l'heure, mais aussi de donner accès de façon beaucoup plus importante aux thérapies psychosociales sur outils connectés, et également pour essayer donc de faciliter les interactions entre les professionnels qui s'occupent de vous, mais qui se parlent de façon tout à fait insuffisante et qui échangent insuffisamment d'informations. Pardon de ce point, mais qui me paraissait un petit peu important. Alors, moi, je vais prendre la parole. En fait, c'est moi. Oui, je me lève. C'est vrai que c'est plus sympa. Si, pourtant. Donc moi, ce qui m'inquiète le plus, entre autres, c'est la stigmatisation des troubles bipolaires. Notamment, on l'entend dernièrement dans l'actualité, avec certaines affaires. Et quand vous disiez le sondage que certaines personnes ne voulaient pas que leurs enfants côtoient des personnes atteintes de troubles psychiatriques, enfin maladie mentale, j'ai halluciné, quoi. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Non, mais alors, merci beaucoup de cette question. Parce qu'il y a des campagnes, par exemple, pour certaines maladies, qu'on a sensibilisé l'opinion, donc là, par rapport à qu'est-ce qui va être fait ou qu'est-ce qui est fait. Je réponds puis je passe la parole à Annie ou inversement. Parce que c'est important. Donc, en réponse à votre question, d'abord, ce que je voulais dire, c'est que cette situation s'améliore. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un sondage il y a 10 ans. On a fait énormément de choses pendant 10 ans, parce que moi qui n'aime pas beaucoup passer à la télé et à la radio, je peux vous dire que qu'est-ce qu'on peut passer et donner de l'information. Donc, c'est une façon de rendre cette maladie mieux connue, mieux comprise. Et bonne nouvelle, les choses s'améliorent. C'est-à-dire que les personnes qui sont interrogées connaissent cette maladie, sont plus capables de la décrire, la comprennent mieux. Et donc ce chiffre qui vous a choqué, et nous aussi il y a 10 ans, il a considérablement baissé. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à la nécessaire création et lancement de campagnes de communication? Je ne vais pas faire de la pub, mais pour ceux qui ont lu notre livre « Psychiatrie état d'urgence », vous avez vu que c'est une des éléments phares de ce qu'on propose et de ce qu'on demande. Il y a des campagnes d'information qui sont faites systématiquement dans un très grand nombre de pays de la communauté européenne, et nous en France on n'arrive pas à la faire, et ce n'est pas la Fondation fondamentale ou Argos qui aura les épaules et les moyens de lancer une vraie campagne de communication. Ceci dit, je pense que vous pouvez tous remercier Johanna Couvreur qui est ici, qui passe énormément de temps avec les médias et à coordonner des prises de parole. Je pense qu'on peut l'applaudir, ce serait une bonne idée. Je ne vais pas rajouter bien grand-chose par rapport au professeur Marion Le Boyer. Bien entendu, il faut que nous fassions une campagne la plus importante possible. Nous n'en avons pas les moyens. Aujourd'hui, avec ce sondage, c'est déjà un premier élan. Je crois que c'est la première fois qu'un questionnaire a été fait sur les troubles bipolaires. Il a été passé au grand public. Il va sortir par la presse. Il est déjà sorti sur le quotidien du médecin. Nous regrettons qu'il n'y ait pas assez de journalistes, parce que plus on aurait de journalistes, plus de médias, plus on pourrait communiquer au grand public. Eh bien, il n'y en a pas assez, mais on va peut-être avoir des retombées après le sondage qui est paru dans le quotidien du médecin. Et puis, autrement, nous, à Argos, eh bien, je crois que nous sommes nous-mêmes des éléments porteurs pour bien montrer auprès de notre entourage, de toutes les personnes que nous pouvons côtoyer, que nous vivons bien avec ces troubles et qu'il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Et comme tu me le disais hier, Karine, que parfois, cette maladie a de nombreux atouts. Alors, je voulais vous remercier, madame, pour cette question que je trouve capitale, tellement capitale que vous venez juste de me griller l'intervention que je comptais faire sur la table ronde. Puisque, effectivement, la stigmatisation, c'est pour moi un des sujets fondamentaux. Il faut d'abord pouvoir parler de la maladie avant de pouvoir être soigné. C'est un problème extrêmement complexe. Il y a des dimensions qui sont à la fois émotionnelles, cognitive dans la façon de comprendre la maladie, et comportementale à travers donc la mise à l'écart, cette idée effectivement, je suis d'accord avec vous, totalement insupportable, qu'on ne voudrait pas travailler ou pas que nos enfants partagent. Voilà.
les Canadiens ont essayé de faire des choses et ça ne marche pas. C'est-à-dire au niveau de la population générale, ils ont essayé de faire des campagnes d'information, parce qu'évidemment ça concerne toute la maladie mentale. Ça ne marche pas au niveau de la population générale. Donc la question, je pense qu'en fait, ce qu'on compte faire, c'est vous qui allez faire. Parce que ça marche. La seule chose qui marche, c'est ce que les patients et les entourages arrivent à faire. Ça marche au moins sur les proches et après ça se dissémine. Mais dans un premier temps, c'est effectivement au niveau des patients eux-mêmes qu'il faut arriver à accepter la différence. Oui. Je crois qu'on va clôturer ce dernier résultat du sondage parce qu'on en a un second. En tout cas, on remercie beaucoup le professeur Marion Boyer, le docteur Frédéric Urbain, le président de l'association Annie Labbé.